D'abord, bonjour à toutes, à tous. Je suis bien content de vous voir aujourd'hui. Donc, on va parler de l'étude multicast. C'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans le cadre de mes recherches et que initialement, en fait, j'avais utilisé dans le cadre de ma thèse de doctorat il y a fort longtemps. Je vais vous présenter un petit peu mes réflexions sur ce devis de recherche. Et évidemment, après, par la suite, on pourra en discuter pour voir si c'est quelque chose qui pourrait convenir à vos propres objectifs de recherche. C'est environ une présentation là, d'une 20-25 minutes. Et après, on aura largement le temps là, de discuter si jamais, évidemment, il y a des questions ou des commentaires. Cette présentation aujourd'hui, c'est sur l'étude multicas, mais avant de parler de l'étude multicas, je vais quand même prendre le temps de discuter de c'est quoi une étude de cas tout simplement pour ensuite en venir à l'étude multicas. Et je terminerai la présentation en montrant finalement certains exemples de recherche en éducation qui ont adopté ce devis de recherche pour montrer un petit peu qu'est-ce qui est vraiment commun entre ces différentes recherches-là au niveau de l'étude multicas. Pour ce qui est de l'étude de cas, plus précisément en éducation, il faut savoir que c'est quand même un devis de recherche qui est relativement populaire, qui date quand même du début des années 90 et même des années 80. Donc, ça a été mis en place dans différents contextes de recherche, autant sur les pratiques d'enseignement, par exemple, sur les apprentissages des élèves, mais aussi sur l'analyse de documents, donc, par exemple l'analyse curriculaire, l'analyse de programmes, de certains types de programmation dans des contextes scolaires différents. Dans les études comparatives, par exemple, l'étude de cas est souvent utilisée en éducation. Donc, qui dit étude de cas, évidemment, dit des objectifs de recherche. Donc, pourquoi on fait une étude de cas? Habituellement, c'est vraiment pour tenter une description détaillée d'un contexte particulier ou d'un système particulier. Donc, ça peut être le fonctionnement d'une classe, par exemple, ça peut être le fonctionnement d'école, ça peut être des pratiques d'enseignement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller dans le détail et habituellement, vu qu'on va en profondeur, cela nécessite évidemment l'utilisation d'outils de collecte de données assez nombreux pour essayer évidemment de générer le plus de données possible. Donc ça s'appuie essentiellement sur une triangulation multiple. Donc soit on essaye par la triangulation des outils, c'est-à-dire qu'on va avoir une série d'entrevues, un questionnaire, une grille d'observation. On va collecter des documents qui ont été produits par des personnes, etc. Et donc, on va analyser cet ensemble de sources documentaires où on va faire une triangulation du point de vue des participants. Donc, par exemple, pour un même phénomène, on va interroger, par exemple, une direction d'école, un groupe d'enseignants, un groupe d'élèves ou un groupe de conseillers pédagogiques et ainsi de suite. Donc, dans pas mal toutes les études de cas que vous pourriez trouver, la triangulation des sources est pas mal inévitable. Là, c'est vraiment un point fondamental parce que la nécessité de générer un grand volume de données, en fait, est motivée par ce nombre d'outils qu'on va utiliser. L'autre élément qui est évidemment essentiel à l'étude de cas, c'est le choix du cas. Donc, qu'est-ce qu'un cas? Ben, évidemment, c'est ça qui va être défini habituellement dans le cadre méthodologique, où il faudra décrire, indiquer quels sont les indicateurs qui précisent ben, qu'est-ce qui fait que c'est un cas et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un cas. Donc, autant des critères d'inclusion que des critères d'exclusion pour vraiment définir des cas et vraiment délimiter qu'est-ce qu'on va aller regarder, qu'est-ce qu'on va aller analyser. Donc, si on regarde les types d'études de cas, en fait, il y a
auteurs majeurs qui ont publié des livres ou des articles sur l'étude de cas en éducation. Il y en a, il y a d'abord les travaux de Merriam aux États-Unis et de Stake également en 95, et le livre de Yin en fait qui est réédité. Là, j'ai cité la deuxième édition de 2003, mais je pense qu'il y en a une nouvelle là qui date du début des années 2015-2018 là. Donc là, si vous cherchez ce livre-là, probablement que vous allez avoir une édition plus récente. Et selon le type d'étude de cas, évidemment, on ne cherche pas nécessairement à faire la même chose. Donc, dans le premier type, ici, j'ai essayé de rallier en fait les différentes typologies selon les différents auteurs. Le premier type, en fait, c'est celui qui est plus descriptif, plus exploratoire, où on essaye simplement de décrire un phénomène en particulier pour découvrir de nouveaux résultats. Donc, on est vraiment dans une perspective où on veut simplement s'immerger dans un contexte, on essaie de générer des données, puis on veut décrire finalement ces nouveaux résultats par rapport à un phénomène qui habituellement est peu étudié, peu exploré, peu analysé. Donc, ici, c'est le premier type d'étude de cas. Le deuxième type d'étude de cas est en fait en lien généralement avec un nombre très restreint de cas parce qu'on veut vraiment étudier quelque chose pour sa particularité. Donc, on peut observer, par exemple, la direction d'un établissement scolaire qui met en place un programme sur la motivation scolaire, par exemple, ou sur le décrochage, etc. Donc, on veut étudier précisément qu'est-ce que cette direction d'école a mis en place. Et donc là, on étudie ce cas-là parce que voilà, il est particulier, il montre des choses intéressantes, uniques, originales, inédites. Et donc là, à ce moment-là, on va vraiment étudier un cas pour son caractère intrinsèque. Et habituellement, dans ce type d'étude de cas, on va utiliser un, parfois deux cas, mais la plupart du temps, c'est vraiment un cas unique parce qu'il est particulier. Finalement, on a l'étude de cas qui est plus explicative, c'est-à-dire que là, a priori, on a déjà des construits théoriques sur certains éléments, donc par exemple sur l'apprentissage de la lecture, sur la motivation scolaire, sur l'évaluation, et on essaye de prendre finalement ces modèles théoriques et de voir s'ils s'appliquent à la réalité, à des phénomènes particuliers. Et donc là, on essaie vraiment d'établir des liens de causalité entre les actions, par exemple, de personnes, les pratiques d'enseignement et le contexte qui fait que ces pratiques-là se déroulent ou s'exercent. Donc, évidemment, ici, on a encore une fois une approche qui est très différente. On n'est pas nécessairement on essaie d'explorer, on essaie de découvrir quelque chose, on essaie plutôt de valider une hypothèse, de valider un modèle théorique, puis de voir comment ça s'applique à un contexte réel. Donc, ces trois éléments-là, pas éléments, mais ces trois types d'études de cas-là vont avoir des objectifs plus ou moins différents, puis ils vont aussi prédéterminer le nombre de cas qu'on va avoir besoin pour travailler dans ce devis de recherche. Au-delà de ces études de cas-là, donc ça c'est vraiment l'étude de cas en général, il y a également l'étude multicas. L'étude multicas est surtout en fait développée dans les travaux de Yin, qui en fait l'a utilisé à plusieurs reprises et a réédité, comme je disais, son livre à plusieurs fois. Et là, l'idée, évidemment, c'est de comparer des cas entre eux. Et en fait, il distingue en fait deux types d'études multicas. Donc, une première qui est holistique et une deuxième qui est encastrée. Là, c'est une traduction là, de embedded. Donc, holistique, c'est vraiment l'idée qu'on veut décrire un phénomène en particulier. Et donc, dans l'étude multicas, on va avoir donc plusieurs cas. Si c'est un cas unique, ben là, on tombe dans une étude de cas singuliers intrinsèques. Mais quand il y a vraiment plusieurs cas que l'on va comparer, ben, on est vraiment dans quelque chose d'holistique. Donc là, par exemple, on veut comparer les pratiques d'enseignement relatifs à l'écriture
en français. Donc là, on va avoir, par exemple, 5, 6, 7, 8 enseignants et on va analyser, observer leurs pratiques d'enseignement. Donc là, on est dans une approche holistique à plusieurs cas. Dans le cas d'une étude multicas encastrée, c'est qu'on va avoir un petit peu la même démarche, mais pour chacun des cas, on va avoir l'analyse de sous-unités précises. Donc, dans l'analyse de plusieurs cas avec plusieurs sous-unités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la fois observer les pratiques d'enseignement, donc ça c'est une sous-unité. Ensuite, on va analyser le discours, par exemple, de ces enseignants-là. Donc ça c'est une autre sous-unité de leur particularité. Et on pourrait avoir comme ça 3, 4, 5 sous-unités. Bon, 5 sous-unités, ça fait beaucoup là, mais on aurait 4, 5 dimensions d'analyse pour chacun des cas. Et habituellement, ces sous-unités-là sont constituées essentiellement par la différence entre les outils qu'on va utiliser. Donc, on va avoir un questionnaire pour aller chercher une dimension du phénomène. On va aller utiliser les entrevues pour aller chercher un autre type de données ou bien un autre angle de vue, et ainsi de suite. Donc là, avec plusieurs cas, on a plusieurs sous-unités d'analyse. Et donc là, on se retrouve évidemment avec un grand volume de données, surtout quand on a plusieurs cas. Habituellement, quand on est dans une étude de multicas à encastrer, on va avoir un nombre de cas qui va tourner entre 6, 7, 8 cas, parce que vu qu'on a plusieurs sous-unités, ben, on va avoir de plus en plus de données, évidemment. On est aussi limité dans une thèse de doctorat ou dans un mémoire de maîtrise avec le nombre de pages, donc éventuellement, il faut rendre compte de tout ça, et il y a des choix qui doivent être faits. Donc, là, bon, ça, je l'ai déjà parlé, là, mais évidemment, entre l'étude holistique et l'étude encastrée, c'est vraiment déterminé par le fait qu'on va avoir un seul angle d'entrée, un seul angle de vue. Et encastré, c'est vraiment qu'on a plusieurs angles de vue pour les mêmes cas. Ce qui est intéressant de l'étude multicas pour Yin, c'est que en fait, l'étude de cas est souvent décriée dans certains articles, certains chapitres, parce qu'elle présente évidemment un certain biais de subjectivité où finalement le chercheur, ben, si finalement on veut trop voir ce qu'il veut voir et finalement a un peu des œillères et ne voit pas d'autres éléments possibles. Donc cette critique en fait pour Yin est pas fondée parce que le fait d'observer en profondeur un phénomène en particulier va assurer la validité de l'étude, et elle se situe pour lui à deux niveaux. Elle se situe à deux niveaux parce que pour lui, il y a deux finalités aussi qui sont différentes. La première, c'est quand vraiment on est dans une démarche holistique où on veut vraiment décrire en profondeur, mais habituellement, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'un phénomène va se répliquer sur l'ensemble des cas. Donc, quand on a cette réplication littérale, c'est-à-dire que chacun des cas va produire des résultats qui sont similaires, mais ça permet finalement d'assurer la validité de l'analyse parce qu'on démontre que ben là, on a 5, 6, 7, 8 cas qui ont des caractéristiques similaires et qui finalement montrent que l'étude est valide, que les résultats sont valides et que la démarche est valide. L'autre finalité, elle est plus au niveau de l'étude encastrée où on essaye de faire plus une réplication théorique. On veut expliquer des causes, on veut démontrer des relations entre le contexte et les pratiques. Et ici, on veut montrer vraiment qu'il y a des cas qui sont dits typiques, c'est-à-dire qu'ils vont s'inscrire dans un certain contexte, puis ils vont réaliser certains types d'actions, et des cas atypiques où là, au contraire, on va voir des éléments contrastés d'un cas à l'autre. Et dans cette perspective-là, la réplication théorique, en fait, est assurée par la robustesse du cadre théorique. Donc, a priori, on devrait avoir un cadre théorique qui identifie au préalable des indicateurs théoriques qui sont déjà validés, qui sont déjà
acceptés par la communauté scientifique et qu'on essaie finalement de valider par la démarche d'études multicas. Donc, dans un cas comme dans l'autre, pour Yin, l'étude multicas finalement a une assurance d'être valide quand finalement on est capable de démontrer que soit les cas permettent d'illustrer un phénomène ou soit les cas finalement illustrent des postulats théoriques qui sont déjà présents. Donc, dans les avantages, évidemment, d'une étude multicas, c'est qu'on va avoir une collecte de données très riche, très détaillée, qui va mener à une description en profondeur. Donc, ce qu'on va retrouver dans les articles, dans les thèses, les mémoires, les chapitres, c'est vraiment une description de profil, où on va dire, bon, mais voici le cas, puis là, on va faire référence aux outils de collecte pour démontrer les caractéristiques de ce profil-là, de ce cas-là. Donc souvent, on va avoir des encadrés ou des vignettes ou des tableaux qui rassemblent un certain nombre d'informations. Et c'est ça qui permet ensuite de comparer chacun des cas entre eux. Donc on a vraiment un profil qui est déterminé par l'analyse et après on compare entre ces cas-là. Pour Yin également, il y a une généralisation qui est possible. Donc, même si le nombre de cas est restreint, donc c'est sûr qu'on est dans une approche qualitative, on est très loin là, de quelque chose de quantitatif où finalement la validité est assurée par la généralisation statistique, où là on peut raisonnablement croire selon les analyses que c'est valide. Dans le cas de ces approches-là qui sont plus qualitatives, même si on a un nombre restreint de cas, par exemple 3 cas, 5 cas, 8 cas, le fait d'avoir des postulats théoriques qui sont robustes, donc permettent d'assurer une certaine généralisation analytique quand on rencontre ce même contexte-là. Donc, si on prend l'exemple des pratiques d'enseignement en mathématiques sur, je sais pas moi, l'algèbre, et qu'on étudie finalement les pratiques de ces enseignants-là en secondaire 4, puis qu'on est capable d'identifier des pratiques d'enseignement qui sont en lien avec un modèle théorique sur l'enseignement de l'algèbre, ben, on peut supposément, selon la généralisation analytique proposée par Yin, ben, dire que ben, c'est probablement le cas d'autres enseignants de mathématiques qui font l'algèbre également. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand même, et qui répond à certaines critiques de l'étude de multicas. Évidemment, pour n'importe quel devis de recherche, il y a des avantages, mais il y a également des limites. Le premier écueil, la première difficulté, c'est vraiment la définition des cas, parce qu'évidemment, ça va nuire finalement à la réplication théorique ou à l'identification des cas typiques ou atypiques. Et ça, généralement, c'est dû soit aux critères qu'on a utilisés pour définir un cas, soit aux outils qu'on a utilisés qui nous permettent de dire, bon, mais tel cas se retrouve dans telle catégorie, puis tel autre cas se retrouve dans une autre catégorie. Donc ici, c'est vraiment la première limite d'une étude multicas. Parfois, il y a vraiment des difficultés à bien délimiter un cas. Le deuxième écueil, c'est vraiment la quantité, le volume de données. Donc là, on peut vraiment s'y perdre assez rapidement, surtout, comme je le disais tout à l'heure, on a recours beaucoup à la triangulation des données. Donc forcément, on va avoir des centaines de pages de verbatim, on va avoir des heures d'entrevue, on va avoir un grand nombre de questionnaires. Donc même si on a un nombre de cas restreint, ça reste quand même qu'on a beaucoup de données à éplucher. Et on a beaucoup de données aussi à réconcilier entre elles pour voir finalement qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent. Et parfois, finalement, autant dans les thèses de doctorat que dans les mémoires de maîtrise, il y a même des éléments qu'on ne présente même pas parce qu'on n'a pas la place de le faire. Alors, deux choses l'une, soit en fait on a utilisé trop d'outils, soit finalement
on a trop de cas. Donc là aussi, on peut réduire le nombre de cas, ça baisse le nombre de données utilisables. Mais c'est sûr que là, il faut y avoir vraiment une réflexion sur le nombre d'outils qu'on va utiliser, puis le nombre de cas qu'on va étudier, parce que ça va être exponentiel. Et finalement, il y a aussi surtout dans l'étude multicas selon Yin, une difficulté finalement à prendre en compte des dimensions inattendues, donc vraiment au sens de l'étude de cas de Merriam, qui pour elle, une étude de cas doit être la plus exploratoire possible, la plus naturaliste possible, être très proche du contexte et finalement de ne pas avoir de construit théorique ou d'a priori théorique. Donc, au sens de Merriam, c'est un petit peu anthropologique. Là, c'est vraiment, on s'immerge dans un contexte puis on essaye de le comprendre. Et donc, évidemment, dans l'étude de multicas selon Yin, vu que le construit théorique a priori est essentiel, est inévitable, mais c'est sûr qu'on peut perdre justement dans une analyse qui va être un peu plus émergente, un peu plus naturaliste. Et donc là, bien évidemment, c'est un couteau un peu à double tranchant. C'est-à-dire que soit on est très naturaliste, très exploratoire, puis on construit quelque chose au fur et à mesure, soit on est dans une étude multicas au sens de Yin où on a un construit théorique qui nous donne une direction, oui, qui peut être relativement rigide, mais qui va générer des données qui vont être jugées plus valides au sens de la réplication théorique. Donc pour Yin, il y avait vraiment l'idée que grâce à ça, il y a une généralisation qui peut être menée, alors qu'au sens de Merriam, mais on va vraiment s'intéresser à un cas parce qu'il est particulier, parce qu'il est unique. Donc on peut le décrire en profondeur, mais on ne pourra jamais prétendre à une généralisation de quelque nature qu'elle soit. Donc ça, c'est les avantages et les limites euh, d'une étude de multicas. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu des exemples comme ça pour illustrer un petit peu les propos qui sont en lien avec le cadre théorique de Yin sur l'étude multicap. Donc, j'ai essayé de prendre en fait des recherches qui sont d'anciennes thèses de doctorat ou de maîtrise pour montrer un petit peu qu'est-ce que ces personnes ont fait. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez constater que dans la colonne outils, généralement, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Donc, c'est ça qui favorise aussi la triangulation des données. Donc, dans le premier cas, l'étude de Merz en 2011 portait en fait sur les représentations épistémologiques d'enseignants d'histoire au secondaire. Et ce qu'elle a fait, elle a fait en deux étapes. La première, elle a utilisé un questionnaire pour identifier des cas typiques et des cas atypiques. Euh, une fois qu'elle a fait ça, ben, finalement, elle a sélectionné parmi ces 26-là 12 participants pour continuer la suite de la recherche. Donc, elle a ensuite analysé les planifications de deux périodes de ces 12 participants-là. Elle a fait des observations, des entrevues. Et pour chacun de ces cas-là, finalement, ben, elle a présenté des profils typiques et atypiques selon leur posture épistémologique en enseignement de l'histoire. Alexandre a travaillé avec des enseignantes du collégial euh, pour si je me souviens bien, c'est la technique en éducation à l'enfance. Et donc là aussi, elle a fait une présélection. Donc d'abord, elle a travaillé avec deux enseignantes pour pré-expérimenter le protocole, puis voir quelles données ça générait. Puis une fois que ça a été fait, elle est allée recruter trois enseignantes du collégial pour finalement étudier leurs pratiques en lien avec la technique qu'ils enseignaient au collégial. Et elle a utilisé, elle, trois types d'entrevues. Donc ça, c'est aussi une démarche qui est assez originale. Donc elle a d'abord procédé à une entrevue non dirigée, où vraiment c'était quelque chose d'informel. On rencontrait l'enseignante, puis il commençait juste à jaser un peu de tout et de rien. Ensuite, semi-dirigé,
avec un canevas d'entrevue un petit peu plus précis avec des questions évidemment qu'on pouvait utiliser. Et finalement, une entrevue avec rappel stimulé, c'est-à-dire qu'elle observait des choses en situation de classe, puis lors de l'entrevue, elle rappelait finalement les actions qu'elle avait pu observer, puis elle leur demandait d'expliciter ce qu'elles avaient fait et pourquoi elles l'avaient fait, etc. Elle a également analysé l'ensemble du matériel didactique et des planifications qui ont été utilisées dans le cadre de ces observations. Finalement, le cas de FISE, c'est avec des enseignants du primaire par rapport à les formations sur le numérique et quelles étaient leurs perceptions finalement de l'intérêt de suivre et de l'utilité de suivre des formations numériques pour leur développement professionnel. Donc, encore une fois, on voit que le nombre de cas est relativement réduit. On parle de 6 enseignantes du primaire. Elle a utilisé un questionnaire d'abord socio-démographique pour essayer d'avoir un peu une certaine représentativité en termes de nombre d'expérience, nombre d'années d'expérience, le type de formation qu'elles avaient suivi, etc. Et ensuite, elle a fait une analyse de construit qui est un outil de collecte de données dans lequel on a vraiment, ça ressemble un peu à un focus group, si vous voulez, mais dans lequel il va y avoir des inducteurs pour vraiment faire parler les participants. Donc habituellement, on va leur faire écrire, par exemple, des idées ou des concepts dans un tableau, dans une grille, sur des post-it. Puis après, ils doivent échanger sur le choix des concepts qu'ils ont utilisés. Et dans son cas, à elle, elle a aussi également utilisé une grille avec des énoncés que les participants devaient évaluer sur une note de 1 à 5, ce qui permettait finalement de les situer un petit peu sur leur appréciation des différents outils de formation au numérique et après d'échanger entre eux et avec la chercheuse sur ces éléments-là. Je vais terminer par un dernier exemple qui est le mien, pour encore une fois montrer l'ampleur du travail dans une étude multicas et surtout l'importance, encore une fois, de la triangulation, comme ça a été montré là avec les autres exemples. Donc, dans mon cas, j'ai utilisé finalement un questionnaire, des observations en classe et des entrevues pour chacun des enseignants que j'ai observés. Et j'avais également donc des propositions théoriques qui étaient préétablies avec une typologie que j'ai élaborée à partir des recherches récentes à ce moment-là. Donc, j'ai procédé un peu de la même manière comme Demers ou comme Alexandre, en 2 étapes. Une première pour vraiment échantillonner de manière critériée des types finalement d'enseignants qui étaient en lien avec leurs usages du matériel didactique. Donc, dans la première partie, j'ai eu 81 participants. Et à partir de ces 80 participants, j'ai identifié des types d'enseignants et j'ai finalement réduit mon échantillon à 8 enseignants que j'ai observés en classe pendant 5 à 7 périodes et avec lesquels j'ai conduit aussi des entretiens semi-dirigés à la suite des observations pour revenir un peu sur ce que j'avais observé, puis sur le sondage qu'ils avaient complété initialement. Donc, quand je parlais là de propositions théoriques qui sont importantes dans le cas de Yin pour l'étude multicas, sans rentrer dans le détail, évidemment, c'est pour vous montrer finalement que je me suis basé sur différents types de travaux pour construire finalement mon propre modèle théorique que j'ai utilisé pour distinguer a priori, donc avant même l'étude, de distinguer a priori des cas, enfin des catégories d'analyse que je voulais vérifier si elles étaient présentes ou absentes dans le cas des pratiques d'enseignement. Donc, ce que ça m'a permis de faire finalement, c'est qu'avec ces construits théoriques, j'ai élaboré des questions qui permettaient finalement d'identifier ces construits théoriques-là.
Et ça m'a permis de catégoriser finalement l'ensemble de mes participants initialement dans des cas typiques ou atypiques. Donc là, chacune des questions finalement permettait de leur octroyer un score et en fonction de ce score-là, ils se retrouvaient dans un groupe plutôt qu'un autre. Et évidemment, le but, c'était d'illustrer chacun de ces types-là. Donc, j'avais 8 cas au total. Donc là, j'ai essayé d'avoir des cas représentatifs du modèle intensif, du modèle extensif, du modèle critique. Donc, quand je suis allé en observation, là, ma grille d'observation finalement était la même pour chacun des participants et aller en détail de leurs usages du matériel didactique en fonction, encore une fois, des 3 types que j'avais pré-identifiés. Donc, pour chacun des types, j'avais des indicateurs qui montraient finalement la différence théorique entre les personnes, puis de voir si effectivement ça se répliquait dans la réalité. Donc là, ça a permis de générer finalement des synopsis, c'est-à-dire une description détaillée du déroulement des périodes pour chacun des enseignants multiplié par le nombre de périodes que j'avais observées. Et ça m'a permis de préparer, identifier des profils. Donc là, ça c'est l'extrait d'un profil où on pouvait montrer finalement les activités typiques d'un enseignant parce qu'évidemment, à force de l'observer pendant 5 à 7 périodes, évidemment, il y a des choses qui se répètent. Donc, on appelle ça la saturation des données. Donc, évidemment, on est capable d'identifier des actions qui sont typiques d'une personne. Et ça m'a permis donc de travailler des profils pour chacun des cas que j'ai pu observer. J'ai terminé par une entrevue donc semi-dirigée. Et au final, la triangulation des données m'a permis, a priori, de catégoriser finalement mes participants. Donc, après la première étape, le premier sondage, j'avais sélectionné mes cas selon la typologie à laquelle ils adhéraient, selon le questionnaire qu'ils avaient rempli. Et après la triangulation, en fait, je me suis aperçu que il y a des personnes qui bougeaient finalement, parce que même s'ils avaient déclaré certaines choses dans le questionnaire, au final, dans l'observation puis dans les entrevues, soit ils se contredisaient, soit ils apportaient des nuances qui faisaient en sorte que finalement, le construit théorique était resté demeuré valide. C'est juste que ça apportait des nuances supplémentaires qui faisaient en sorte que l'usage unique finalement du questionnaire n'était pas suffisant pour réellement décrire en profondeur quel était leur profil. Et donc, c'est seulement après la triangulation que ça m'a permis vraiment de faire un profil détaillé décrivant finalement les nuances et les pratiques de chacun et finalement de voir comment ils pouvaient être placés différemment selon la triangulation. Voilà. Donc, en fait, c'est pas mal ça sur l'étude multicas en éducation. Euh, donc, on peut prendre les questions maintenant s'il y en a. Je peux aussi revenir en arrière si jamais dans le PowerPoint, si c'est nécessaire. Alors, merci, M. Boutonnet, c'était fort intéressant. Pour avoir moi-même utilisé la méthode Multica dans ma thèse, je trouvais que ça me rappelait des moments intéressants. Alors, je vous invite, nos participants et participantes, si vous avez des questions, commentaires pour M. Boutonnet, vous pouvez utiliser le clavardage ou lever la main tout simplement, puis je vous donnerai le droit de parole. Merci d'ouvrir à ce moment-là votre caméra et votre micro. Alors, Madame Déborah, à vous la parole. Bonjour. D'abord, merci pour la présentation. C'est vraiment utile. Moi, je suis en train de faire ma thèse en utilisant une étude. Là, je suis en train encore de réfléchir s'il s'agit d'une étude multi-cas ou seulement une étude de cas. Et peut-être afin juste d'exemplifier, pourriez-vous me dire quelle était votre unité dans la définition cas et unité dans l'exemple de votre recherche?
Oui, dans le cas de ma recherche, c'est vraiment une étude multicas encastrée parce que j'avais, non seulement j'avais plusieurs cas, ça c'est une chose, mais la deuxième chose, c'est surtout que j'avais des sous-unités d'analyse qui étaient différentes. Donc j'avais une sous-unité qui était en lien avec leur posture épistémologique avec un questionnaire. Ensuite, j'avais une sous-unité d'analyse qui était en lien avec l'observation de leur pratique. Et finalement, j'avais une troisième sous-unité d'analyse qui était en lien avec leur discours. Donc, c'est ça qui a vraiment déterminé l'étude multicas encastrée. Si j'avais eu une étude de cas multicas holistique, en fait, j'aurais probablement utilisé un questionnaire différent pour vraiment me centrer sur le même angle de vue par rapport à ma problématique. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand on est holistique, c'est qu'on a un seul angle de vue pour plusieurs cas. On utilise toujours le même point d'entrée. Et quand on est vraiment dans une analyse encastrée, et là, à ce moment-là, on a plusieurs points de vue. Donc là, il faut s'assurer que nos outils permettent de générer différents points de vue pour chacun de ces cas-là. Juste, quels étaient les cas spécifiquement dans votre recherche, ou les cas? Les cas, il y avait 8 cas qui ont été à l'étude après la sélection du questionnaire. Donc, à partir de ces 8 cas-là, mais là, c'est là où j'ai conduit les observations, les entrevues pour chacun de ces cas-là, et pour lesquels j'ai établi un profil qui m'a permis de les comparer. Et à partir de cette comparaison-là, ben, j'ai pu dire, bon, mais voici, ça, c'est des cas qui sont typiques par rapport à mon modèle théorique, c'est-à-dire qui représentent la théorie dans la réalité. Puis les cas atypiques, donc c'est ceux qui finalement ne représentent pas la théorie dans la réalité, et d'expliquer pourquoi finalement ben, ils sont atypiques, pourquoi ils ne représentent pas la théorie dans la réalité. D'accord, merci. Merci. Je donnerai la parole maintenant à M. Youyou. Oui, merci. Alors, je vous remercie pour cette présentation. C'est une présentation qui vient me chercher parce que moi, personnellement, pour ma thèse, j'envisage de faire une étude de cas. Ce sera peut-être une comparaison de cas. Donc, ma thèse, ça porte sur l'accompagnement des enseignants formés à l'étranger par les directions d'école. Et là, ce qui m'intéresse, peut-être à l'avenir, je pourrais faire une comparaison des cas d'accompagnement de direction qui, auprès de ces enseignants-là. Alors, ma question va dans le même sens que celle de Déborah. C'est Déborah demandait quel était le cas en question. Là, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que l'étude multicas, est-ce que c'est une méthode de recherche ou une stratégie analytique? Parce que je pose cette question parce que je me demande, parce que vous avez parlé par exemple d'outils de collecte de matières de recherche et parmi ces outils, vous avez mentionné les entretiens semi-dirigés ou dirigés. Alors là, on sait tous que quand on fait ce genre d'entretien, la conversation avec le participant peut aller dans tous les sens. Donc, le participant va parler de toutes choses. Et on se retrouve avec un verbatim de recherche qui est un ensemble de données brutes qui n'est pas si évident que cela. Donc, la question que je voudrais vous poser, mais quelles sont les opérations intellectuelles qui vous permettent d'identifier ces cas-là? Parce que vous avez parlé quand même d'identification, de sélection de cas, ou du moins, est-ce que ça revient aux chercheurs de construire ce cas à travers un ensemble d'opérations intellectuelles, ou est-ce que OK. ces cas-là sont présents, mais c'est aux chercheurs de les identifier dans les Ouais. matériaux? OK, je comprends bien la question. En fait, ben, ça dépend quel cadre vous utilisez. Donc, si vous utilisez par exemple le cadre de Myriam que j'ai rapidement brossé, dans son cas à elle, c'est vraiment ben, c'est l'exploration des différents cas qui va générer des nouvelles données ou une nouvelle perception de ces éléments-là. Donc là, il n'y a pas, il y a pas de construit théorique a priori.
Donc, nos outils sont là juste pour s'assurer de faire émerger des données suffisantes pour pouvoir détailler, décrire des cas. Dans le cadre de Yin, là, on a vraiment une approche à l'opposé, là, si je peux dire, où le construit théorique est important dès le départ dans le cas théorique pour identifier au préalable, a priori, la distinction des cas. Et donc là, évidemment, ça dépend des champs disciplinaires, là, parce qu'il y a des champs disciplinaires où la disponibilité de ces modèles théoriques vont permettre de réaliser ce travail-là. Puis il y a d'autres champs disciplinaires où il n'y a pas ou pas beaucoup de modèles théoriques qui nous permettent, a priori, de distinguer les cas. Donc, je dirais que, en fait, pour votre recherche ou pour toute autre recherche, c'est surtout déterminé par est-ce que j'ai à ma disposition des modèles théoriques qui sont suffisamment détaillés, suffisamment valides pour que je puisse voir leur application dans la réalité. Donc, c'est pour ça que, bon, là, dans le cas de ma thèse à moi, mes construits théoriques étaient fondés sur différentes recherches qui m'ont conduit à identifier au préalable 3 types d'enseignants que j'ai essayé de recruter par le questionnaire. Et le questionnaire me permettait finalement d'identifier ces 3 types d'enseignants-là. Et par la suite, j'ai détaillé chacun des cas au regard de ce construit théorique-là. Si j'avais pris une approche plus naturaliste au sens de Merriam, mais j'aurais pas eu besoin de construits théoriques a priori pour identifier leur type, parce que là, ce que j'aurais voulu voir, c'était simplement quelles étaient leurs particularités de manière exploratoire, sans a priori théorique, sans construit théorique qui m'aurait enligné dans une direction d'analyse. Donc, l'étude multicas, et au sens de Yin, est une stratégie analytique, ça c'est certain, parce que il faut qu'il y ait un construit théorique a priori très fort pour pouvoir mener l'analyse multicast au sens de Yin. Encore une fois, là, c'est comme un peu n'importe quoi. Dès qu'on choisit certains cadres méthodologiques, ça nous emmène dans certaines directions. Donc, ici, c'est plus le choix que l'on va faire du cadre théorique sur l'étude de cas qui va déterminer un peu qu'est-ce qu'on va faire avec les données, puis dans quel type d'analyse ça va nous mener. Merci, M. Boutonnet. Je donnerai la parole maintenant à Mme Derèche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boutonnet, pour votre présentation. Moi, c'est plus un commentaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, je termine ma thèse avec une étude multicas. Et j'avoue que si j'avais su le nombre et le volume de données à traiter, j'aurais attendu d'être professeur avec une grosse subvention et 3, 4 assistants de recherche. Parce que quand tu es seul avec une grosse masse de données, c'est vraiment... bon, je suis contente, là, j'arrive à la fin, ça va, mais je suis pas certaine que je conseillerais ça à tous les étudiants au doctorat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je l'ai mentionné rapidement là, dans une des limites de l'étude multicas. C'est plus un écueil, là, c'est-à-dire que évidemment le nombre d'outils puis le nombre de cas va nécessairement générer un très grand volume de données. Donc, c'est sûr qu'a priori, d'un point de vue, on va dire, stratégique ou réaliste pour une étudiante, pour un étudiant, mais il s'agit d'avoir une approche qui va limiter le nombre de cas où on va faire un choix stratégique par rapport aux outils qu'on va utiliser. Il y a des outils qui vont générer naturellement, quel que soit le type de recherche, vont générer naturellement plus de données que d'autres. Par exemple, une entrevue, qu'elle soit semi-dirigée ou ouverte, souvent on va se retrouver avec des heures d'enregistrement, des centaines de pages de verbatim.
Donc ça, on peut le contrôler en limitant par exemple le nombre de questions, en essayant de réduire le plus possible la durée des entrevues. C'est sûr que si on se retrouve avec des entrevues de 1h30, voilà, on ne va plus en finir. Mais si j'ai juste 3 cas, avec 3 entrevues de 1h30, c'est pas si mal. Mais c'est sûr que si j'ai 8 cas, puis c'est 1 heure par cas, bon, ben là, je me retrouve avec beaucoup de choses. Donc, c'est un écueil. C'est quelque chose qu'on peut contrôler vraiment au moment du design, là, de l'élaboration du devis de la recherche, où on va circonscrire le nombre de cas, le nombre d'outils, etc. C'est sûr qu'une fois qu'on est dans la collecte et puis que c'est par la suite qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de données, c'est un petit peu difficile de faire marche arrière. Mais je peux quand même donner l'exemple de ma thèse de doctorat. Dans mon cas, il y a des choses que je n'ai pas présentées dans la thèse parce que ben, j'avais juste pas la place. Et c'est par la suite, j'ai publié un article complémentaire où j'ai mené une analyse quantitative que j'avais pas fait dans la thèse, tout simplement, mais que j'ai fait dans le cadre, voilà, d'un article a posteriori. Donc oui, ça a été publié 2 ans après ma thèse, mais bon, c'est comme ça aussi la recherche. Des fois, on est dans la collecte, ça prend du temps là, pour analyser tout ça, puis après, c'est ça. Mais encore une fois, dans le cadre d'une thèse ou même d'un mémoire, je ne pense pas que l'étude de multicas nous oblige à tout présenter. Donc là, je pense qu'il y a aussi des choix à faire dans la présentation des résultats, la discussion des résultats. Je pense qu'il y a façon voilà, de cibler les éléments les plus pertinents, les plus intéressants pour les objectifs de recherche. On n'est pas, il n'y a aucune obligation, même si l'étude multicas se veut la plus descriptive, en profondeur, détaillée, etc. Rien ne nous empêche, comme chercheurs, de réduire finalement les données en disant moins, tout simplement. Donc là, c'est sûr que ça prend des choix, mais d'un point de vue scientifique, ça ne réduit pas la valeur ou la validité de votre démarche. Ça fait simplement mettre en valeur finalement ce qui est le plus pertinent au regard de vos outils de collecte de données. Merci beaucoup. Merci. Merci encore une fois, M. Boutonnet. Je donnerai la parole à nouveau à Mme Desberas. Oui, bon, en fait, je pense que je fais le plus difficile parce que j'ai interviewé autour de 30 personnes de 2 établissements scolaires parce que, à mon avis, ce sont les 2 établissements. Je travaille plutôt au niveau des institutions scolaires qu'au niveau des individus, même s'ils sont quand même des sources de données. Mais là, c'est une chose que je suis en train de réfléchir, mais ma direction de recherche m'a juste donné des pistes, mais pas des réponses. Donc, peut-être que j'aurai une réponse. Quelle serait la place du construit théorique? Parce que moi, je travaille surtout avec IM. Donc, quelle serait la place du construit théorique dans la triangulation de données? Parce que là, je me suis dit, peut-être, par exemple, je pourrais faire la triangulation entre les entretiens des documents officiels des écoles et les construits, ou il manque encore une troisième source et après ça, je vais utiliser les construits. C'est quelque chose qui, au niveau méthodologique, ça c'est vraiment méthodologique. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Mais c'est sûr que si les cas sont des établissements, ben là, vous avez 2 choix. Le premier choix, c'est quel type de données vous voulez avoir. Et donc là, bon, vous parliez qu'il y a environ 30 individus par établissement. Mais c'est sûr que l'avis des 30 individus c'est pas nécessaire ou pas pertinent. Donc là, ben, il y a des choix qui sont à faire avec ça.
Et après, est-ce que dans ces établissements-là, est-ce qu'il y a d'autres types de sources qu'on peut aller chercher? Donc, par exemple, vous avez mentionné des documents ou des programmes ou je sais pas, mais c'est sûr que c'est une analyse qui peut se faire assez facilement et qui permet de comparer aussi facilement les cas, parce que là, on prend des documents que l'on peut comparer. Donc là, le construit théorique a priori, mais il est un peu déterminé par ce que vous voulez voir. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir l'organisation de cet établissement ou vous voulez voir les pratiques qui sont dans cet établissement ou... Donc là, ça dépend un petit peu votre angle d'entrée. Donc, c'est un peu difficile pour moi de vous donner une réponse parce que c'est sûr que c'est pas mal déterminé par... c'est ça, par vos objectifs, par votre angle d'entrée. Est-ce que c'est vraiment, si c'est au point de vue strictement de l'établissement, mais c'est sûr que là, il faut avoir un construit théorique a priori qui est en lien avec l'organisation d'une entreprise, d'un établissement. Et donc là, il doit y avoir certainement, je ne suis pas en administration scolaire, mais il doit y avoir certainement des modèles qui sont en lien avec l'administration scolaire, par exemple, sur des types de, de, de gestion, d'administration. Et donc là, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser a priori pour catégoriser ces établissements-là? Ouais, juste, les construits en soi, et j'ai déjà les construits, c'est plutôt au niveau de la dynamique de la mise en œuvre d'une politique, mais je dirais, ma question c'était plutôt, est-ce que les construits peuvent entrer dans ces processus, dans les trois éléments de la triangulation? Donc, j'ai des données des entretiens, j'ai des données des documents officiels et les construits théoriques. Est-ce il peut jouer dans ces moments-là ou il faut avoir une troisième source des données pour que ça soit valide? Ben, à mon avis, ça, une triangulation, je pense pas qu'on doit faire l'équation que c'est toujours trois sources de données différentes. Une triangulation, c'est au point de vue strictement théorique, là, c'est l'idée qu'on compare différentes sources. Qu'on en ait deux, qu'on en ait quatre, qu'on en ait six, tant qu'on en a plus qu'une finalement, l'idée c'est vraiment de corroborer par au moins, à mon avis, deux sources d'information. Donc, si d'un côté, vous avez une source d'information qui est en lien avec des documents officiels, puis de l'autre côté, vous avez des entrevues, eh bien, là, vous avez deux sources. Après, il y a aussi peut-être la possibilité que dans les individus, est-ce que les individus ont des statuts différents? Donc, par exemple, il y en a qui sont plus cadres, direction, etc., puis d'autres qui sont plus exécutants. Bon, donc là, pour moi, ici, mais c'est sûr que vous avez une triangulation. Si vous avez des entrevues avec des cadres, des entrevues avec des exécutants, puis des entrevues avec d'autres types de personnes, que là, vous avez une triangulation, pas au sens de l'outil, c'est-à-dire que c'est la même entrevue, mais vous avez une triangulation au sens des personnes. Et donc ça aussi, c'est une triangulation qui est valide. Donc là, encore une fois, je ne sais pas trop quelle est l'ampleur de votre recherche ni qui sont les individus, mais je pense qu'il y a une triangulation qui est possible à partir de deux sources, ça c'est une chose, mais aussi une triangulation qui est possible dans un groupe d'individus si ces individus-là ont des statuts différents. Merci beaucoup, ça a été vraiment précieux. Merci. Ouais. Merci encore une fois, M. Boutonnet, pour vos précieux conseils. Est-ce que il nous resterait quelques minutes? Est-ce que quelqu'un aurait une autre question, commentaire pour notre formateur? Alors, ça semble faire le tour de ce que les collègues voulaient vous entendre. Alors, on vous remercie beaucoup. D'ailleurs, plusieurs personnes ont déjà manifesté leur satisfaction d'avoir assisté à votre atelier dans le clavardage. Mais merci beaucoup, M. Boutonnet, pour ces précieux conseils.
Je suis certaine que ça a éclairé, en tout cas, donné des pistes intéressantes aux personnes qui ont pu y assister. Alors, M. Boutonnet a accepté de partager sa présentation PowerPoint. Alors, je vous la ferai suivre par courriel par la suite, suite à la réception de cette présentation. Merci encore une fois, M. Boutonnet, c'était bien apprécié. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Merci, bonne revoir. journée. Merci.